et je vous propose peut-être plus passer aux questions ou à un petit échange. Merci beaucoup, M. Flipo, pour cette présentation très, très riche, très dense, qui vraiment met bien en avant des paramètres critiques entre technologie numérique et écologie. Je crois que c'est assez clair. On va peut-être ouvrir tout de suite la discussion en vous demandant de poser vos questions par le chat, s'il vous plaît, en les adressant à tout le monde. Je pense que c'est le plus simple. Pierre-Louis, non? Si on peut commencer, moi j'ai déjà une première question. Au début donc, de votre présentation, vous nous parliez de les capacités maximum qui seraient atteintes en 2070 au plus tard pour ce qui est donc de la production. Et du coup, la première question qui m'est venue, c'est mais à quoi ressemblera la suite par conséquent, si on atteint cette capacité maximum? Bah, c'est la capacité, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est on va atteindre la barrière en fait physique en termes d'efficacité énergétique. Donc la puissance de calcul, si elle continue à augmenter, ne va pas être compensée par une amélioration de l'efficacité énergétique. C'est ça qui va se passer. Et donc la consommation d'énergie du numérique va augmenter beaucoup plus vite que ce que c'est actuellement. Et donc le schéma montre de manière purement théorique, évidemment, hein, que si on se dit que dans le monde, le truc le plus important, c'est quand même le numérique, et qu'on met toute l'énergie nécessaire pour continuer à faire du numérique, alors avant 2070, on consacrera la totalité de l'énergie consommée en 2010 uniquement au numérique. Ce qui n'arrivera pas, hein, parce qu'à un moment donné, ça consommera trop, le numérique consommera trop, et donc, parce qu'on a besoin d'énergie pour autre chose, et on ne mettra pas tout dans l'énergie, dans le numérique, et donc, en fait, le numérique va s'arrêter. C'est-à-dire que le nombre d'instructions exécutées par an va s'arrêter, va arrêter d'augmenter en réalité. Hein. Donc, il va atteindre un plateau comme ça. Donc, c'est assez difficile, puisque c'est des usages alternatifs, c'est de l'économie, hein, c'est des usages alternatifs. Donc, on ne sait pas trop quelle alternance, enfin, quel choix, quel arbitrage, voilà, je vais y arriver, quel arbitrage va être fait à la fin. Mais on peut voir qu'avec les inégalités, on imagine bien les plus riches qui peuvent se payer plus d'énergie, avoir une part de numérique assez importante, et les plus pauvres, la priorité, ça sera de manger. Hein. Ça sera de mettre de l'argent dans le numérique. Donc, il y a toute une gamme aussi entre disons, dans les paniers, le panier des ménages, comme on dit. Hein. L'arbitrage dans les paniers riches, il n'est pas fait de la même manière dans l'arbitrage dans les pays pauvres, et quand je dis dans les ménages pauvres. Et encore, je parle juste de la France. Je ne compare pas le Bangladesh avec Paris 16e, hein, où c'est encore très différent. Mais c'est difficile de répondre à la question parce qu'en plus, il peut y avoir des effets du type avec comment est-ce qu'on a eu des smartphones en France? L'agence de régulation des télécommunications, qui a existé jusqu'à 2003 de mémoire, ou 2002, a dit qu'un des leviers principaux du développement non, c'était pas c'est l'ARCEP. Un des leviers principaux du développement du smartphone, c'était le subventionnement interne du téléphone. Et nous, on l'avait vu ça en 2007 dans notre étude. On avait constaté que les consommateurs ne savaient pas combien coûtait un smartphone, parce qu'il était vendu par abonnement. On achetait un abonnement à 20 euros, et puis on nous donnait le téléphone. Et les gens ne savaient pas que c'était un appareil qui coûtait 500 euros. Mais ils faisaient des yeux ronds quand on leur disait le prix du téléphone, ils n'en revenaient pas, quoi. Hein. Et ce qui fait que, pensant que ça coûtait rien ou pas grand-chose, l'appareil, c'est quand même assez largement diffusé. Donc, il y a eu un phénomène à l'intérieur des entreprises. Au lieu de faire payer le coût réel, elles ont subventionné le smartphone, ou en tout cas les premiers smartphones, en prenant de l'argent sur les SMS de tout le monde. Hein, en gros, c'était ça. Donc, une politique de redistribution dont le but était d'abaisser les barrières d'entrée sur le marché pour les early adopters, donc les CSP+, de manière à diffuser le produit. Hein, les CSP+, c'est un peu les pauvres aussi, ce que j'ai dit. Mais voilà. Donc, le prix lui-même et les arbitrages, ils sont quand même très influencés par comment les flux d'argent vont et viennent, même à l'intérieur d'une seule entreprise. D'accord.
Et donc, si j'essaie de faire un lien avec l'environnement, avec tout ça, est-ce que, selon vous, du coup, vu qu'il va y avoir des grands changements dans les 50 ans à venir, on va dire grand maximum, est-ce que justement cette utilisation des terres qui va devenir de plus en plus importante, est-ce qu'on va être amené également à protéger les terres et même justement ces grandes entreprises à d'elles-mêmes protéger les terres parce qu'il le faudra bien, parce qu'après on aura un non-retour. Je n'ai pas tout à fait bien compris la question. Bah, ce que je veux dire, c'est que à l'heure actuelle, souvent on oppose donc l'écologie avec le commerce. Euh, Par exemple, dans ce que j'étudie, les services écosystémiques, on va avoir l'utilisation des terres pour fournir une valeur monétaire. Donc là, ça va être le cas avec les métaux rares et autres minerais rares. Et donc ma question suite à ça, c'était, étant donné qu'on va toujours à la recherche de plus en termes de quantité d'énergie, et puis donc pour ça, on a besoin de métaux rares ou autres, est-ce qu'on va être amené dans les décennies à venir à protéger des aires, finalement, des zones particulières, parce qu'on sait qu'elles peuvent être un bien de ressources, et dans ce cas, on préfère les conserver pour, entre guillemets, plus tard, ou est-ce qu'il faut alors se dire, bon, bah, on les a sous la main, on en profite, et tant pis pour plus tard. Ça, c'est un peu trop général comme question, hein. Aujourd'hui, il y a pas vraiment de. Enfin, disons qu'il y a des réponses différenciées suivant les cas, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un peu difficile de répondre de manière générale. Aujourd'hui, clairement, sur le numérique, il n'y a pas vraiment de souci disons, de faire des stocks ou de réduire l'extraction de métaux. L'initiative sur les matériaux critiques, c'est au niveau européen, c'est une première idée, mais enfin, on est loin de la réalisation, hein. Déjà, simplement parce que sur les métaux critiques en question, dans les déchets électroniques, en général, on ne sait pas les récupérer. Donc, pour les stocker, ça serait bien de les récupérer d'abord. Les techniques qui existent sont des techniques pour la plupart de laboratoire, loin de l'échelle industrielle. Et donc, tout ça est nécessairement perdu, hein. Ce qui faisait que dans le rapport du Shift Project, d'ailleurs, il était dit que le numérique est peut-être une impasse industrielle. Parce qu'à un moment, ça ne marchera plus. Voilà. Ce qui est quand même très embêtant parce que organiser la communication d'une société sur des techniques qui à un moment vont s'arrêter, je veux dire, il y a un enjeu qui est quand même majeur et qui passe complètement inaperçu. C'est quand même extraordinaire. Alors, après, est-ce que les terres, j'entendais plutôt sur la question des terres. Oui, on peut penser, et c'est déjà le cas, hein, les plus riches vont acheter des terres en Nouvelle-Zélande parce que semble-t-il que la température va augmenter peut-être un peu moins là-bas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une ruée sur la Normandie. Bon, voilà, enfin, non, mais c'est sûr. Poutine est très content qu'il y ait un peu de réchauffement climatique pour dégeler la Sibérie, hein. Donc, tout ça n'est pas du tout égal. Et donc, mettre sous protection, mais pour qui, etc., quoi. C'est là qu'il manque un peu, hein, enfin, il faut rentrer dans le détail, quoi. Ok, Après, très bien. j'ai quelques questions sur le chat. Allez-y, allez-y. Alors, j'en ai une sur l'aspect social. On dit qu'Internet est bénéfique pour l'éducation. Ceux qui ne peuvent se permettre d'aller à l'école ou à l'université, serait plus facile de s'acheter un téléphone. Ce serait un grand pas pour avoir plus de gens éduqués dans les milieux défavorisés. Bon, l'étude qui démontre que ça fait une grande différence, elle n'existe pas. Voilà, hein. Pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce que, je ne vais pas refaire Bourdieu, Homo academicus, hein, mais il y a autant des savoir-être que des savoirs pour, disons, monter dans la hiérarchie sociale. Et ceux qui n'ont pas les bons savoir-être, ils ont beau avoir des savoirs, il va y avoir d'autres freins, quoi, hein. Donc, non. Et puis, ce qu'on voit dans les rapports du CREDOC, c'est aussi qu'il y a eu une espérance un peu de formation, mais c'est toujours les mêmes centres qui ont le contrôle des diplômes et donc de l'accès à ce qu'on peut avoir grâce aux formations.
on peut bien, dans les milieux populaires, on utilise beaucoup YouTube pour les savoirs manuels. Hein. C'est assez populaire, effectivement, mais ce n'est pas les savoirs qui permettent d'avoir accès aux positions de gouvernement, de contrôle social, de gouvernance, quoi, hein. Donc, pour moi, non, ça permet une circulation un peu différente des savoirs, c'est vrai, sachant que la circulation des savoirs manuels, elle existait avant le téléphone et l'Internet. Ça existe toujours d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de collaborations populaires dans les quartiers populaires. C'était déjà documenté par Michel Verret dans ses études sur le milieu ouvrier des années 50, pour dire que c'est quand même pas nouveau, mais c'est vrai que ça change la circulation. Hein. Il y a beaucoup de petites capsules, comme on dit maintenant, vidéo, sur comment réparer sa machine à laver, comment ceci, cela. Et donc, il y a une bibliothèque de savoir qui est plus étendue. Ça a un peu le même effet que Wikipédia de ce point de vue-là. Mais voilà, ça change un petit peu, mais pas. Ensuite, il faut limiter l'IA, refuser la 5G, réglementation. N'hésitez pas à lire les questions entièrement, parce que je pense qu'elles vous sont adressées directement, parce que nous, on ne les a pas forcément. Ah, la deuxième, là, c'est Everyone, a priori, tout le monde là, non? Ah non, peut-être pas, c'est moi, Everyone, peut-être. J'ai du mal à comprendre le chat, hein. Mais en tout cas, vous avez énoncé qu'il faut limiter l'intelligence artificielle, refuser la 5G, plafonner la consommation d'énergie. Il faut donc des réglementations gouvernementales fortes. Comment cela est applicable alors que le gouvernement semble convaincu de l'utilité du numérique et peu conscient de l'urgence climatique? Comme toute position minoritaire, une position minoritaire, il faut qu'elle arrive à convaincre des minorités qui deviennent un petit peu plus grandes, qui un petit peu plus grandes, puis encore plus grandes, par devenir majoritaires et qui finissent par emporter la décision. C'est vrai dans le cas de ce que je viens de dire, comme dans le cas du droit de vote des femmes, de l'abolition de l'esclavage, de tout, en fait. Hein. C'est une loi générale. À partir du moment où une opinion est minoritaire, pour arriver à passer, il faut qu'elle devienne majoritaire. Alors après, on retombe sur la discussion de tout à l'heure. Il y a ceux qui pensent que tout est foutu, tout va s'effondrer, ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre. Ce qu'il faut, c'est se mettre au savoir manuel et aux cabanes en bois. C'est une possibilité. D'autres qui essayent de faire du plaidoyer, d'autres qui essayent de publier des études, d'autres qui... Voilà, moi, je n'ai pas de réponse facile à la question. Ça serait trop beau. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Si ce n'est pas le cas, moi, j'en ai peut-être une qui est liée à la crise Covid. C'est comment vous analysez la transition numérique dans la crise, sachant qu'on a actuellement peu de visibilité de données empiriques concernant les fractures liées à cette transition numérique. Ce qui est quand même très frappant dans les milieux Bac+5 et compagnie, c'est dans le milieu, alors je vais parler du milieu universitaire, c'est que quand même ce qui est frappant, c'est que cette technologie de travail, disons, collectif était totalement sous-exploitée jusqu'ici. Vraiment totalement sous-exploité. On a des infrastructures en Suisse qui permettaient de faire ce qu'on est en train de faire depuis plus de 10 ans et qu'il était quasiment inutilisé. Est-ce que ça va comment est-ce que, y compris sur le plan, on fait de la prospective un peu fantôme là, mais des futurs développements du travail collaboratif dans le monde universitaire, vous analysez ça comme un potentiel de contribution possible à la réduction des émissions de CO2 dans le cadre du travail, en particulier le travail universitaire, parce que les universitaires aiment beaucoup se déplacer, ou voilà, juste un petit peu votre analyse à chaud de ce qui est en train de se passer, parce que c'est quand même un phénomène anthropologique et social qui est très surprenant pour moi, de me retrouver à faire 5 à 6 heures de visio en continuant à mener mes projets, comme si, j'allais pas dire comme si de rien n'était, mais presque, c'est évidemment pas le cas de toutes les personnes confrontées à cette crise. Oui, alors, le prof est télétravaillable très facilement, contrairement à d'autres professions. Hein. C'est plus facile que quand on est maçon, c'est sûr. Le prof, depuis toujours, fait ses cours à la maison. C'est une profession qui se prête particulièrement bien, même si ça n'avait pas été fait, à l'usage de la visio.
c'est le cas des cadres d'une manière générale. Hein. Les cadres ont été les premiers équipés en micro-ordinateur. C'est pas pour rien que le micro-ordinateur, la cybernétique, enfin, il y a beaucoup de vocabulaire qui tourne autour d'ordinateur, donc celui qui ordonne, la cybernétique, celui qui gouverne. Et, bon, donc il y a tout un tas d'analyses qui ne sont pas fausses, et parfois un peu exagérées, mais pas fausses autour de ces idées-là. Effectivement, ce n'était pas utilisé, mais je dirais que conceptuellement, ça a un effet numérique, enfin un effet de réseau assez basique, mais pas très original finalement par rapport au développement de l'économie numérique. Alors pas très original et donc plutôt inquiétant, hein, parce que en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une extension géographique de la classe. Hein, et donc, qu'est-ce que ça implique, une extension géographique de la classe? Ça n'implique pas forcément moins de déplacements. Et quand on regarde depuis 150 ans le transport et la communication, c'est deux fonctions qui sont plutôt complémentaires. Et si on est… Alors, ça a tout un tas d'effets possibles, hein, ce qu'on est en train de voir là. C'est déjà, ça peut avoir un effet winner take all, c'est-à-dire que les classes virtuelles comme ça, au lieu d'avoir… disons, 500 bons profs dans le monde sur un sujet donné qu'on ne peut avoir. Pourquoi il y en a 500? Parce qu'on est obligé d'aller les voir en proximité. Hein. Il y en a 500 parce que si en Inde, on veut avoir un bon prof, le bon prof, c'est le prof qui est accessible. Ce n'est pas le prof qui est au MIT, on ne peut pas y aller. Donc, c'est le prof qui est accessible. Donc, on va avoir 500 vedettes sur, je ne sais pas, la mécanique des milieux continus, mettons, 500 vedettes. Et avec le numérique et les classes globales, on va avoir une seule super vedette. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans le domaine de la chanson. Tant qu'il n'y a pas de communication à longue distance, il y a les chanteurs de village et il y a la vedette de village. À partir du moment où il y a un échange sur des publics beaucoup plus grands, il y a des vedettes de publics beaucoup plus grands. Et donc beaucoup moins de vedettes locales, ou en tout cas les vedettes locales deviennent locales précisément, alors qu'elles étaient globales, puisqu'à ce moment-là, le monde était petit, on peut dire ça comme ça, en tout cas peu peuplé. Donc ça peut avoir cet effet-là, et encore une fois, c'est des effets de réseau qui sont bien documentés dans d'autres domaines et qui n'engendrent pas moins de déplacements. Ça engendre une réorganisation de la communication et du déplacement, mais pas moins de déplacements. Après, bon, quels autres effets on peut avoir? C'est le premier qui me vient en tête, hein, mais je suis sûr qu'on peut en trouver facilement d'autres. L'exemple du télétravail était beaucoup mis en avant par le rapport Smart 2020. Alors qu'en fait, depuis 150 ans, et on a eu même une thèse en géographie là-dessus, il y a une complémentarité en fait entre flux de communication et flux de transport. Et pourquoi? Parce qu'on voit que la communication, c'est pas un substitutif, c'est un complément du transport. Si on peut échanger correctement avec une entreprise en Australie, on va se mettre à travailler avec elle, alors que sinon on ne le ferait pas. Et donc, on va générer des déplacements qu'on n'aurait pas fait sans ça, quoi. Et avec la vedette mondiale qui est certainement au MIT, hein, puisque c'est le MIT qui fait déjà les classements mondiaux, donc ça sera fort logiquement au MIT. On peut se dire que le nombre de fans qui voudront un diplôme certifié par la vedette mondiale aux États-Unis, c'était déjà important, mais ça va encore augmenter. Et ceux qui voudraient un diplôme et qui se contentaient, entre guillemets, d'un diplôme en Inde qui était déjà pas si mal, objectivement, je veux dire, en dehors des phénomènes de vedettariat, ils ne voudront plus rester en Inde, quoi. Donc, voilà, si on regarde un peu globalement la dynamique de communication, moi, je ne crois pas du tout que ça va engendrer moins de transport. Si ça en engendre, c'est pour d'autres raisons, l'explosion du prix du pétrole ou des choses comme ça. Ce n'est pas pour des raisons numériques. Et bon, c'est juste pour prendre ce cas-là, hein, mais on pourrait développer. Merci beaucoup. Pierre-Louis, je crois qu'on on a explosé un peu le timing à cause de nos problèmes techniques. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, je propose, j'ai vu que M. Flippo avait laissé son adresse mail à la fin de son diaporama.
s'il est toujours d'accord pour que je puisse la transmettre également donc, aux autres étudiants et puis également aux Ouais, si c'était invités. prudent, ça, hein. Et sur, et sur la chaîne YouTube, je peux donc, inciter les gens également à vous poser des questions durant les jours à venir afin d'avoir des retours et puis pourquoi pas les incorporer dans la description de la vidéo YouTube. Ça peut être une idée si vous ne voyez pas l'inconvénient. Non, je ferai de mon mieux, hein, sachant que, bon, je pense que tout le monde a constaté que la visio, c'est bien, mais moi, je vois au niveau de mon département, là, on se réunit 4 fois plus qu'avant parce qu'on a besoin beaucoup plus de se coordonner. Il y a du temps de préparation qui est assez important. Enfin, donc, on est quand même beaucoup, on est très fatigué, hein. Pas de souci. Et ben, on fait comme ça. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, en tout cas. Et puis, malgré le report qu'on a eu d'à peu près un mois, c'est déjà bien que ça ait pu se tenir correctement. Et puis, du coup, je donnerai rendez-vous donc, aux autres invités pour la semaine prochaine. Donc, il n'avait pas été prévu, mais on n'oublie pas, mercredi prochain, on aura une conférence donc, d'un nouveau groupe qui s'est formé au sein de l'Université de Lausanne. C'est Assa Numerica, qui en fait va vous parler du numérique pour le lier à tous les phénomènes, on va dire, liés à l'archéologie. Donc, ça sera un sujet intéressant et aussi nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, n'hésitez pas à revenir mercredi prochain, 17h15. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Bonne Au revoir. soirée. Merci beaucoup à tous et à toutes et bonne soirée à tout le monde.